Nouveau lundi et donc nouvel épisode sur le podcast des entrepreneurs nomades. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine et un bon week-end. Avant de te présenter rapidement l'épisode du jour, on va parler donc de blocage, de questionnement, de comment un peu avoir des déclics pour pouvoir oser se lancer et oser faire les choses. Je voulais prendre quelques secondes dans cette introduction pour te remercier et remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de découvrir ce podcast, ce nouveau podcast qui est encore très récent, et j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, mais aussi des personnes qui m'ont envoyé des emails pour m'encourager, pour me dire que c'était chouette et qu'elles aimaient bien le format. Et encore une fois, moi le but c'est de faire un format qui est le plus simple et le plus naturel possible. Bien évidemment que je prépare un minimum ce que je vais dire, qu'il y a une sorte de trame, mais j'essaye de me laisser beaucoup de liberté dans la façon d'aborder les choses, de ne pas faire mille et un montages et juste de partager des réflexions, des choses, des outils, des visions qui, moi, m'aident entre guillemets à avancer et à me construire la vie à laquelle j'aspire, et surtout en fait de ne pas oublier de profiter du présent aussi. Donc, on va donc parler de tous ces blocages, je pense, par lesquels on passe tous la plupart du temps. On va parler de la peur de se lancer, on va parler du rapport à l'argent, comment est-ce qu'on passe, entre guillemets, de l'idée de se dire, de se cacher un peu derrière le fait que c'est un hobby, qu'on fait ça par passion, mais alors qu'on aspire secrètement à en faire quelque chose de plus sérieux. On va parler de confiance en soi, comment on peut se la construire, entre guillemets, progressivement. On va parler du syndrome de l'imposteur, ça m'a beaucoup ralenti, ça m'a beaucoup perturbé à un certain moment, je t'en parlerai. Et on va parler en fait aussi du regard des autres, comment est-ce qu'on peut potentiellement, progressivement, encore une fois, de plus en plus se détacher et ne plus être paralysé par la peur de ce que les gens vont penser, etc. Donc, on se retrouve juste après la petite introduction. Je te souhaite déjà une bonne écoute et puis je te retrouve juste après, à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jeremybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance et émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, petite précision par rapport à cet épisode-ci, je t'ai déjà énuméré les choses dont on va parler avec les déclics que moi j'ai eu progressivement. Il y en a qui sont arrivés à des moments précis, d'autres ça s'est fait progressivement. Mais en fait, il y a d'autres concepts que j'avais notés aussi dont j'aimerais te parler, mais je pense que j'en ferai un second épisode. Parce que ce sont des concepts et des choses qui m'aident au quotidien en fait à mieux gérer tous ces doutes, ces questionnements en permanence, parce qu'il faut savoir que je pense qu'on se libère jamais complètement des doutes. C'est bien de douter, c'est d'ailleurs sain de douter dans notre société, mais l'idée c'est de trouver le juste équilibre entre douter et se poser des bonnes questions pour faire les choses méthodiquement, et ne pas être paralysé non plus, parce que du coup ça nous empêche d'avancer et de faire ce qu'on veut faire. Mais donc voilà, sache qu'il y aura un second épisode qui à mon avis sera posté soit plus tard dans la semaine, soit lundi prochain, parce qu'il y a pas mal de choses à dire déjà sur cette première partie. Du coup, on rentre dans le vif du sujet, et autre petite précision que je voulais faire aussi, c'est qu'il n'y a pas d'antidote, de recette miracle. Tout ce que je vais te partager là, ce sont des choses qui moi m'ont aidé. J'espère que certaines vont peut-être faire germer des questionnements ou des pistes pour toi, parce que chacun de ces problèmes est très particulier et chaque personne est particulière en fait. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'antidote. Tu te lèves un matin, c'est bon, tu as confiance en toi, tu n'as plus peur du regard des autres, tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux et tout va bien dans ta vie. Il faut savoir que toutes les personnes que tu suis sûrement, moi y compris, en fait, tu continues de douter en permanence, d'avoir des choses qui te ralentissent, qui te font te questionner plus qu'elles ne le devraient. Et voilà, le tout c'est d'y aller progressivement. Le tout c'est pas d'être toujours en train de se dire mais pourquoi j'ai ces problèmes-là, pourquoi j'y arrive pas. Non, c'est d'arriver en fait à passer outre et d'y aller progressivement. On commence tout de suite par la peur de se lancer, et ça je sais que ça va parler à pas mal de personnes, le fait d'oser se lancer. Alors il y a 5 grands points par rapport à ce entre guillemets problème-là. Je ne sais pas si le terme problème est adapté, ce sont plutôt des doutes, des questionnements, donc je ne sais pas si on parle vraiment de problème. Mais le premier en fait c'est, il ne faut pas attendre de trouver le projet parfait, ni l'idée parfaite pour te lancer. Et je fais une mini aparté aussi parce que je sais qu'il y a pas mal de choses à mon avis peut-être que je vais te dire. Et tu vas te dire toi-même, écoute, oui c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'en ai déjà entendu parler, mais c'est pas ça qui m'aide. Mais au final, il y a quand même des choses qui, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, qui fonctionnent. Il faut juste se les ancrer, il faut juste essayer de se les répéter. Et tu verras que ce sont des choses souvent qui reviennent parce que ce sont des choses qui fonctionnent. Donc l'idée, voilà, c'est pas d'attendre d'avoir l'idée ou le projet parfait, même si tu en as un, mais que tu n'es pas encore sûr, ou si tu en as plusieurs, tu hésites, mais tu en as un, voilà, tu as une petite préférence, mais tu dis que c'est pas parfait, c'est pas encore assez bien.
Retiens bien cette phrase qui, moi, m'a beaucoup aidé, mais imparfait sera toujours mieux que pas fait. Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, le meilleur projet du monde, le meilleur concept du monde. D'une part, si tu l'appliques pas, ça vaut rien malheureusement. Pas que ça vaut rien, ça vaut quelque chose dans ta tête, mais ça va pas t'aider dans la vraie vie concrètement, je pense. Et d'autre part, en fait, c'est si tu le fais pas, il risque d'y avoir d'autres personnes qui vont le faire avant toi. Et même si tu as un projet qui existe déjà, dis-toi que si c'est quelque chose de nouveau que tu as envie de faire, que tu vois, pour toi, il y a quelque chose qui est en train de se créer par rapport à ça, et il y a quelque chose à faire, dis-toi que chaque semaine, chaque mois, peut-être même chaque jour qui passe, une personne va se lancer et va commencer à apprendre et à mettre en place des choses, là où toi, malheureusement, tu seras en train de te questionner, te dire que c'est pas assez bien, que c'est pas assez bon. Donc ça, c'est vraiment le premier gros concept. Rien ne sera jamais parfait. Si tu attends 2, 3, 5, 10 ans, ce sera toujours pas parfait. Il y aura toujours quelque chose que tu pourras faire différemment. Ça m'amène donc au second point, par rapport à la porte de se lancer, c'est que ton projet va évoluer avec toi. Ton projet évoluera. Moi, je dis beaucoup maintenant aux personnes que j'accompagne ou même dans les formations, qu'en fait, un bon projet, c'est un projet qui peut évoluer avec toi. Parce qu'en fait, tes envies, tes centres d'intérêt, les besoins des gens, le monde dans lequel on vit évolue entre guillemets en permanence. Et donc ton projet va évoluer, c'est une certitude. Donc les années que tu vas entre guillemets peut-être, ou les mois que tu vas passer à te questionner, à te dire mais non, c'est pas le bon moment, l'idée n'est pas encore assez bien, je suis pas sûr, etc. Ça c'est du temps que tu vas perdre parce qu'une fois que tu vas te lancer, tu vas peut-être réaliser après 1 an ou 2 à t'y consacrer davantage qu'en fait c'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais. Dans la pratique, ça te plaît peut-être pas tant que ça, ou au final il est peut-être moins pertinent maintenant, mais il était plus il y a 2 ans. Et donc ce sont des années malheureusement que tu vas, je vais pas dire perdre, mais que tu vas pas pouvoir exploiter pour tester ton idée. Alors qu'au final, ton projet, après 1 an ou 2, en fait, même après avoir attendu des années pour tester celui-là, en fait tu vas aller vers autre chose. Donc au plus tôt tu commences, au plus tôt tu testes, au plus tôt tu vas construire, on y viendra après, mais la confiance, et surtout au plus tôt tu vas pouvoir tester ton idée et ton projet. D'où l'importance en fait d'être soi-même. Quand je te dis un projet qui va évoluer avec toi, pour moi je parle souvent du fait d'essayer de développer une communauté ou une audience qui va te suivre non seulement pour ton projet, mais aussi et surtout pour toi, pour ta façon de faire, ta façon de véhiculer les choses, tes visions, tes aspirations. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens qui m'ont suivi du petit backpacker qui partage sa vie en Australie, qui cueille des poires, à une personne qui a développé un blog, à une personne qui fait des formations, maintenant une personne qui a un podcast. Et je pense que le dénominateur commun des personnes qui m'ont suivi dans ces différentes étapes, c'est potentiellement qu'on a des aspirations similaires, ou qu'elles se reconnaissent peut-être dans des choses que je partage. Et attention, quand je dis être soi, ça ne veut pas dire se mettre en avant et absolument faire des vidéos ou te filmer en permanence ou raconter ta vie. Il y a plein de manières de faire véhiculer ce que tu as envie de véhiculer, de faire véhiculer tes aspirations, ta façon de faire. Ça peut déjà être à l'écrit, par exemple, avec des emails ou avec un blog. Ça peut être de façon vocale sans se montrer, avec un podcast, c'est un exemple. Mais donc voilà, il faut aussi se dire que je sais que beaucoup de personnes sont parfois paralysées par le fait de devoir se montrer. Non, ce n'est pas une obligation, ça peut se faire progressivement. Je vais pas te mentir, oui, je pense que ça aide de pouvoir être plus à l'aise, par exemple, le fait de faire des stories, le fait de pouvoir ne pas avoir peur, par exemple, pas de te mettre en avant, mais simplement de te montrer, tout simplement. Parce que de plus en plus, moi je pense aussi, et là je fais une petite digression, mais que le contenu de demain sera du contenu toujours plus humain. Je pense que les gens, moi en tout cas, je parle en tant que consommateur de contenu, je suis extrêmement lassé du contenu superficiel qui ne m'apporte rien, qui est juste de la distraction. Je n'ai aucun intérêt, enfin très peu d'intérêt pour ça aujourd'hui. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de suivre des humains qui m'intéressent, parce que je pense que dans nos sociétés, plus que jamais, on a besoin de se recentrer sur l'humain, de se reconnecter aux choses vraies. Et donc je pense que c'est le contenu d'avenir. Donc être soi-même, en fait, ce sera toujours plus bénéfique que de jouer un rôle. Voilà, aujourd'hui on voit beaucoup de choses, de tendances sur les réseaux sociaux, de personnes qui vont surjouer leurs attitudes, de surjouer une vie ou montrer une facette de leur vie alors que c'est pas vraiment elle-même. Et je pense malheureusement que ce contenu, enfin pas malheureusement, je pense que ce contenu ne va pas subsister, il va vite lasser les gens. Et juste le fait d'être soi-même, déjà ça pompe beaucoup moins d'énergie, parce que jouer un rôle, je pense que ça va être fatigant et ça doit beaucoup occuper l'esprit, alors que juste être toi-même, c'est beaucoup plus simple. Alors, troisième point, c'est qu'il faut pas, pour se lancer, il faut pas être un expert, il faut pas avoir un diplôme, il faut pas avoir une certification avant de partager des choses. Bien souvent, si tu as des compétences, des connaissances ou des réflexions qui sont plus abouties que la moyenne des gens dans une thématique qui est la tienne, ce sera déjà plus que suffisant pour te lancer. Faut savoir que si tu partages simplement des réflexions, des choses que tu as apprises, des compétences, des connaissances qui t'ont aidé à surmonter
ou à passer des paliers dans ta thématique, bah, ça va sûrement intéresser d'autres personnes. Donc il faut un peu oublier ce dogme d'être un expert pour se positionner. Il y a des gens d'ailleurs pour contrer ça qui s'autoproclament experts de choses du jour au lendemain. Alors chacun a sa manière de faire bien évidemment, mais encore une fois, tu peux faire les choses en toute humilité. Moi quand j'ai présenté ma formation blogging, j'ai toujours dit, écoutez, je me suis jamais positionné comme un blogueur abouti qui avait tout compris. Je disais juste, bah écoutez, moi, mon blog, je l'ai développé et voilà ce que j'ai fait. Je suis loin d'être le plus gros blogueur francophone, je le serai sûrement jamais, c'est pas mon ambition. Je suis loin d'être le plus ancien aussi, loin de là. Et pourtant, bah, j'ai pris l'initiative de faire les choses parce que je pense que j'en savais déjà assez pour partager des choses qui avaient de la valeur et qui pouvaient aider d'autres personnes à se lancer dans le blogging tout simplement. Donc, essaye de te dire, est-ce que j'en sais plus que la moyenne? Très probablement oui, si c'est une thématique qui t'intéresse et qui te passionne, parce que tu as sûrement déjà passé plusieurs heures ou plusieurs jours ou semaines ou mois ou années même à pratiquer ou à t'informer là-dedans, donc t'en sais plus que des personnes qui vont peut-être découvrir ce sujet-là. Quatrième point, c'est, tu peux te poser la question, quel est le pire scénario si ça ne fonctionne pas? Admettons, tu te lances, tu te donnes, je sais pas moi, quelques mois pour tester ton projet, au moins 6 mois, il ne faut pas essayer de... Voilà, il ne faut pas attendre des résultats dans les premières semaines ou mois. Maintenant, les gens n'ont plus la patience, malheureusement, dans notre génération. Mais tu te dis, pendant 1 an, j'essaye. Et bien, ça ne fonctionne pas. Quel est le pire scénario? Faut savoir qu'aujourd'hui, on a la chance... Alors, on vit une époque bizarre, hein, mais où nos libertés sont une à une, nous sont retirées une à une. Mais on a quand même des possibilités qui n'ont jamais été aussi grandes aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple d'un paysan à l'époque... Bah lui, il allait naître paysan, fils de paysan, et il allait être paysan toute sa vie pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il n'avait pas le choix de rentrer le soir, après avoir travaillé dans le champ toute la journée, pour se poser dans son canapé devant son ordi pour essayer de réfléchir à est-ce que je vais faire autre chose de ma vie qu'être paysan? Bah non, t'es paysan, tu vas être paysan toute ta vie et tais-toi. Nous, aujourd'hui, on peut conserver une sorte de sécurité financière que peut procurer le salariat, même si elle est relative aujourd'hui à mes yeux. Et tu peux en fait sur ton temps libre, c'est une question de choix, tu peux être sur ton temps libre, chercher à te former sur d'autres choses. Alors là je parle de l'ordi, mais tu peux aussi, voilà, moi j'ai un bon ami qui se forme en parallèle du travail dans lequel il est, il fait des formations dans même pratique, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec son travail actuel, parce que il a envie d'aller vers ça. Donc aujourd'hui on a cette possibilité-là. Alors si c'est en ligne, c'est encore plus simple, tu dois même pas sortir de chez toi d'une certaine manière, mais aujourd'hui, on a cette possibilité-là, on a ce luxe-là de pouvoir apprendre d'autres choses sans devoir quitter notre travail du jour au lendemain. D'ailleurs, ce que je déconseille, moi je trouve que c'est quand même d'abord une bonne idée de tester son idée, de voir si ça peut être viable, ça peut être réaliste, ça peut être rentable. Mais voilà. Donc le pire scénario, c'est voilà, tu vas consacrer 1 an de ta vie à tester quelque chose qui t'aime à la base, parce que j'imagine que tu vas pas te lancer dans quelque chose que tu détestes. Concrètement, qu'est-ce que tu as à perdre, tu vois? Tout ce que tu as à perdre, c'est du temps au final, mais est-ce que c'est vraiment du temps perdu quand tu vas juste apprendre en fait de choses que tu vas développer? Tu vas sûrement, à mon avis, apprendre et découvrir bien plus de choses sur toi et sur ton projet. Donc ce sera même pas du temps perdu au final. Le dernier point par rapport à la peur de se lancer, c'est que 95%, 95% des choses qu'on craint dans la vie n'arriveront jamais. Donc l'idée c'est aussi de dédramatiser en fait les enjeux. Moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir voir de plus en plus mon activité comme un jeu dans lequel je teste des choses. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux, tu vois, et chaque fois que je teste quelque chose, si ça fonctionne, je passe au niveau suivant. Si ça fonctionne pas, je recommence autrement. Le fait de dédramatiser les choses, de dire que c'est plus un jeu, que t'es pas en train de jouer ta vie à chaque publication, à chaque lancement, à chaque... Je joue plus ma vie aujourd'hui à ça, et juste je fais les choses, et puis si ça fonctionne, c'est génial, je suis super content, et d'ailleurs je touche du bois parce que jusqu'à présent, aucun de mes lancements a été un flop et ça me fait extrêmement plaisir. Et les projets que je lance depuis 2 ans, en général, fonctionnent bien. Et j'espère que ce sera le cas aussi avec ce podcast. Mais je me dis pas, en fait, je suis pas en train de jouer ma vie à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, à chaque fois que j'envoie un email. Non, je vois, voilà, mon activité comme un jeu. La vie, en fait, si tu la vois un peu comme un jeu, c'est beaucoup plus simple aussi. Ça permet d'être beaucoup moins sérieux et du coup de moins dramatiser chaque situation, chaque crainte qu'on peut avoir. Un dernier point par rapport à ça aussi, que je rajoute là en plus, mais c'est maintenant on parle beaucoup de développement personnel, c'est quelque chose qui s'est extrêmement démocratisé et qui s'est popularisé ces dernières années. Je trouve que c'est bien, d'ailleurs cet épisode de podcast, je pense, s'apparente plutôt à du développement personnel que de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il y a une réalité aussi qu'on aborde peu dans le développement personnel, c'est la réalité financière. Et quand je te dis que essayer de voir ton activité ou ton lancement comme un jeu ou comme le fait de dédramatiser,
c'est aussi une question de sécurité financière, il n'y a rien à faire. La vraie vie, crois-moi que j'aspire à un monde où l'argent et le modèle capitaliste n'existent plus, mais le fait est que si tu as une sécurité financière, ou entre guillemets le fait de savoir que tu peux subvenir à tes besoins, même si tu n'as plus de travail dans les 6 à 12 mois par exemple, ou plutôt les 6 à 8 mois, ça permet d'être beaucoup plus serein dans le fait de dédramatiser les choses. Ça permet de moins se questionner, d'être moins stressé dans chaque décision, dans chaque fois que tu vas tester quelque chose. Et ça, c'est une réalité aussi, que je voulais préciser, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de dev perso, de questionnement de soi, etc. Mais la réalité aussi, c'est que, construis-toi un matelas de sécurité qui te permet de pouvoir tester des choses, de pouvoir te consacrer à quelque chose qui va potentiellement pas te rapporter d'argent au début, c'est-à-dire ta nouvelle activité, mais sans devoir te stresser, sans devoir te dire mois après mois, il faut absolument que je rentre de l'argent parce que sinon j'en ai plus assez, etc. Non, en fait, si tu arrives déjà à conserver ton salaire et ensuite développer progressivement une activité qui va de plus en plus être rentable pour toi, et puis au moment où tu te lances vraiment, d'avoir un bagage de sécurité financière suffisant, ça va te permettre de faire les choses sereinement. Alors ça va peut-être s'entendre, mais c'est pas très grave. Je voulais rajouter une petite partie. En fait, je faisais la réécoute complète de l'épisode que tu es en train d'écouter, pour essayer d'enlever un peu les petits bruits extérieurs, etc. Et donc, je me rendais compte que je parlais surtout des blocages ou des doutes qu'on peut essayer de surmonter, de façon de voir les choses pour passer outre, et le fait de se dire, ok, je vais me donner les moyens, je vais avancer progressivement. Mais je voulais aussi te partager et rajouter une petite partie sur ce qui a été et ce qui est toujours pour moi un vrai moteur, parce que c'est bien de mettre le doigt sur ce qui nous empêche d'avancer, mais c'est bien aussi d'avoir en ligne de mire un vrai objectif qui nous dépasse presque et qui nous donne envie de nous lancer et de nous en donner les moyens et de ne pas lâcher. Et en fait, ce moteur, ça a été ma soif d'indépendance. Ça a été de réaliser qu'aujourd'hui, je considère, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un avis qui n'engage que moi, mais que le fait d'être salarié, ou d'être fonctionnaire, ou dépendre entièrement d'un patron ou d'une société, dans le monde d'aujourd'hui, n'est plus gage de sécurité. Aujourd'hui, je suis plus serein d'avoir développé mes propres sources de revenus, sur lesquelles j'ai beaucoup plus de contrôle, d'être mon propre patron, qui a priori ne peut pas, je vais pas m'auto-licencier, tu vois, et je vais pas non plus m'imposer, c'est surtout ça que je voulais dire, mais je ne vais pas m'imposer de conditions pour pouvoir travailler sous peine de me licencier moi-même. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de voir les signaux des dérives parfois de nos sociétés, de constater les dérives d'un modèle capitaliste qui arrive, à mes yeux, à bout de souffle, et qui va survivre via la contrainte toujours plus et l'obligation, par exemple. Et je considère que ça peut être un moteur pour toi aujourd'hui si la dépendance, si tu as connu le voyage comme moi, si tu as envie de pouvoir conserver un maximum tes libertés, d'avoir ça comme moteur en fait, de te dire en fait, une des choses aussi une question qui est très intéressante aussi, c'est au lieu de savoir de dire ce que tu veux dans la vie, c'est parfois te dire ce que tu ne veux pas dans la vie. Moi aujourd'hui je ne veux plus être salarié, je ne veux plus être sujet à des décisions qui vont à l'encontre des états de droit qu'on est supposé avoir. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mon but c'est pas de parler de ça, mais aujourd'hui par exemple quand je pense au personnel soignant qui a dû faire ce choix ou qui doit faire ce choix entre un choix qui lui est propre par rapport à sa santé et pouvoir exercer le métier qui est un des métiers les plus importants de nos sociétés, ça ne devrait jamais arriver dans un état de droit. Je veux dire, ce sont des choses, qu'on soit pour ou contre, ça ne devrait pas arriver en fait. Ça devrait juste pas arriver. Ce sont des droits pour lesquels nos ancêtres se sont battus et sont morts, et on voit bien qu'il y a des dérives. Donc l'idée c'est de tirer les leçons de ça sereinement et de construire un peu plus son indépendance financière sans dépendre d'un patron, d'une société. Au-delà de ça, on peut même parler aussi des relocalisations. On va dans un monde qui est capitaliste, donc la religion c'est pour le capital, c'est ça le plus important. Donc si ça coûte moins cher à une société de produire à l'autre bout du monde, elle le fera sans se poser de questions. On va aussi vers un monde qui est toujours plus robotisé, digitalisé. Donc on voit des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois qui sont supprimés parce que des robots coûtent moins cher que des humains, on va pas se mentir, dans certains domaines, et des gens qui sont remerciés après 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans de bons et loyaux services. Aujourd'hui, je pense que c'est un beau moteur de motivation. Au-delà de l'aspect financier, ça permet de se dire que tu restes plus flexible et que tu es moins, entre guillemets, dépendant d'un système peut-être qui est à la dérive. Et ça peut être une vraie source de motivation, sans crainte, sans en avoir peur, mais se dire que tu as peut-être tout à y gagner. Et quand je parlais un peu plus précédemment de qu'est-ce que tu as à y perdre de t'investir sérieusement, si ce n'est perdre un peu de temps, et au final même pas, parce que même si ça marche pas du premier coup, tu auras appris énormément. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu n'as pas plus à perdre? Est-ce qu'on n'a pas plus à perdre aujourd'hui? C'est une question que je pose, pas une affirmation.
Est-ce qu'on n'a pas plus à perdre aujourd'hui à ne rien faire, plutôt que d'essayer de reprendre un peu plus d'indépendance financière, énergétique, alimentaire, etc. C'est une vraie question que je pose et que je voulais rajouter par rapport à cette partie-ci, et je pense que c'est intéressant parfois de s'y pencher. On passe au deuxième grand point, et là je vais te parler d'un moment plus précis, ça a été le passage de, je vais essayer de me dire que de mon blog hobby à en faire un vrai projet professionnel. Ça, je sais que c'est quelque chose, je pense que beaucoup de personnes, de manière un peu inavouée, ou de manière consciente, mais il ne faut pas trop le dire, se lancent dans un projet avec une ambition un peu pro, mais vont rapidement préférer se dire que c'est juste un hobby, c'est juste par passion, et qu'elles n'espèrent rien de ce projet-là. Moi, je pense que c'est pas mal d'avoir de l'ambition. C'est pas quelque chose qu'on devrait cacher. L'ambition n'a pas à être péjorative. Moi, d'ailleurs, rien que le terme ambition, dans le monde financier, c'est comme si c'était mal, du coup, t'es un entrepreneur véreux, etc. Mais non. C'est bien, en fait, de manière générale, d'être ambitieux dans la vie, de vouloir plus. C'est un de mes messages, c'est quelque chose que je dis souvent. La vie, c'est probablement plus que ça. Il y a toujours plus que... En tout cas, pour moi, c'est une évidence, c'est plus que le métro boulot dodo. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, c'est une forme d'ambition. Il ne faut pas avoir peur de l'ambition, de l'assumer par rapport à une activité. Parce que si toi déjà tu mets ton état d'esprit en mode je vais en faire quelque chose de sérieux, j'y crois, c'est pas juste un hobby, c'est quelque chose que j'aime faire mais j'y crois, mais tu vas un peu reset ton cerveau en mode, et ton subconscient va agir un peu dans cette optique-là en se disant que ok, on fait les choses sérieusement. L'idée, c'est qu'il faut aussi accepter, au moment où tu te dis, ok, ça va être un vrai projet pro, ça va être d'accepter l'idée qu'il faut savoir comment tu vas monétiser ton projet. Moi, c'est pour ça que quand dans mes programmes plus complets, etc., dès le début, en fait, l'idée, c'est de déjà savoir comment tu vas progressivement monétiser ton projet. Combien de personnes se lancent aujourd'hui avec une idée, vont commencer à partager des choses, mais n'ont aucune idée de ce qu'elles vont proposer plus tard, ok, tu vas développer une audience, mais comment tu vas monétiser cette audience-là? Comment tu vas concrètement proposer des solutions aux personnes qui vont te suivre et qui sont intéressées par ce que tu partages? Tu sais, il y avait un concept qui avait été expliqué, je crois que c'était par Eric Flagg, qui m'avait marqué à l'époque, qui lui aussi d'ailleurs a un podcast, mais il expliquait que, en fait, il y a des gens qui te suivent peut-être depuis des mois, des années, mais vu que tu n'as jamais proposé de solution pour aller plus loin, en fait, tu leur as jamais donné l'opportunité de te rendre l'appareil, parce que toi tu donnes beaucoup, on donne beaucoup de contenu gratuit aujourd'hui, c'est devenu une norme, mais derrière en fait Yasmé, il y a des gens qui sont prêts à te rendre l'appareil et qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu sortes quelque chose en fait pour les aider à aller plus loin, et qui auraient même envie qui se sentent même un peu presque redevables. Ça m'est déjà arrivé des gens qui me disent ça, moi, qui me disaient je t'ai pris une formation parce que c'est tellement ça fait des mois que je te suis, que j'avais jamais rien pris et j'attendais que tu sortes une formation juste qui pourrait un minimum m'intéresser pour l'apprendre, ne serait-ce que pour, pas entre guillemets te remercier, mais pour soutenir ce que tu fais. Et je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui sont dans cette dynamique-là, qui proposent des choses depuis des mois, voire plus, et qui n'ont jamais osé passer le cap de proposer quelque chose, d'une solution payante pour aller plus loin, alors qu'il y a des gens qui peut-être qui n'attendent que ça. Autre personne que j'ai envie de citer aussi dans cette partie-ci, parce que c'est une personne qui m'a dit, à un moment donné, c'était genre lors d'un échange, alors c'était en 2018, fin 2018, quand j'étais en Nouvelle-Zélande et que je vivais dans ma caravane, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai expliqué un peu dans mon parcours, mais j'ai travaillé 5 mois dans une usine en Nouvelle-Zélande et je vivais dans une caravane pour économiser, pour acheter un van. Et en fait, je me rappelle que le blog commençait un peu à se développer déjà à ce moment-là, je commençais à avoir quelques milliers de visiteurs, je crois. Et en fait, je me rappelle avoir eu une discussion avec Tony Neves. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui est aussi un entrepreneur. Il a pris une direction qui est plutôt axée Instagram, même si maintenant je pense aussi qu'il parle de plus en plus d'entrepreneuriat de manière générale. Et je me rappelle déjà à l'époque, je pense qu'il était déjà entrepreneur en ligne, etc. Et je crois qu'il avait abordé le sujet de la monétisation. Et moi, je lui avais dit, écoute... moi voilà, je lui avais envoyé un message privé, je crois, sur Instagram, et je lui avais dit, écoute, moi j'en suis là, j'ai ça, mais je trouve que ça a du sens ce que tu racontes, mais je vois pas du tout comment je peux monétiser, si c'était déjà assez pour monétiser. Il m'a répondu vraiment, et c'est ça qui m'avait frappé, mais vraiment directement du tac au tac, si, il y a plein de manières de monétiser ça, tu as déjà largement de quoi faire. Tu peux faire un e-book, tu peux faire de l'affiliation, tu peux créer ton propre produit, tu peux faire des partenariats. Et il m'avait cité, mais vraiment, 5 ou 6 ou 7 points, alors qu'il connaissait rien à mon projet, mais c'était une évidence pour lui. Et c'est ça qui m'avait frappé en fait, c'est que c'était une évidence pour lui, des choses qu'il fallait mettre en place pour pouvoir monétiser et ensuite commencer à générer des revenus avec ce que je véhiculais. Et donc voilà, je sais pas s'il tombera un jour sur cet épisode-ci, mais sache que c'était ce petit échange un peu anodin, dont il se rappelle sûrement pas, moi m'a marqué parce que ça m'a fait réaliser qu'en fait, si c'est juste une question de déclic et de se dire que c'est ok. Autre chose par rapport à l'argent, tu ne fais rien de mal en fait à monétiser ce que tu fais. C'est un échange de valeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien
qu'il faut bien comprendre, c'est que tu ne forceras jamais personne à acheter quoi que ce soit en fait. Les personnes vont s'intéresser à ce que tu proposes uniquement si elles y voient un intérêt. Et ça permet de beaucoup plus relativiser sur le fait que t'es pas en train d'arnaquer qui que ce soit. Tu forces absolument personne. Si tu fais une description qui est honnête et qui est transparente sur ce que tu proposes, tu fais pas de fausses promesses, tu joues pas sur de la vente de rêves, de solutions miracles, la personne, en fait, il y a très peu de chances qu'elle t'en veuille après coup, tu vois. Parce qu'elle va juste s'intéresser à ce que tu fais, et souvent, en fait, c'est les personnes qui vont acheter chez toi au début, c'est des personnes qui te suivent depuis pas mal de temps. Mais dis-toi bien que c'est un échange de valeurs. Et une dernière chose par rapport à ça, dis-toi que si ton intention, en plus, est bonne, si ton projet, c'est de faire quelque chose qui a plus de sens pour toi, qui a plus de sens dans le monde dans lequel on vit, mais n'hésite surtout pas en fait, parce que tu vas... tu vois, quand je dis ton intention est bonne, c'est que si tu penses que ton projet est une sorte de contribution à ce monde et à notre société pour aller dans la bonne direction, il faut des gens comme toi, il faut des gens comme nous, il faut des gens qui ont envie de faire des jobs qui ont du sens et de quitter ces jobs insensés dans les bureaux ou même des jobs qui sont pas forcément gratifiants et qui participent juste en fait à cette société consumériste d'hyper-consommation. Bref, n'hésite pas en fait, si ton projet il a pour vocation d'avoir une contribution plus importante, au plus tu auras la possibilité de t'y consacrer et donc générer des revenus et donc potentiellement un jour peut-être quitter ton travail, au plus on pourra ensemble contribuer à une société qui va dans la bonne direction. Troisième point, on va parler de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est extrêmement large et personnel. Mais moi, je vais donner un conseil qui est très simple et très terre à terre, mais c'est d'y aller étape par étape et faire des petits pas à la fois. L'idée, c'est qu'on a tous déjà entendu parler du concept de sa zone de confort. Tu vois, tu visualises un cercle, un point au milieu, un cercle. Et l'idée, c'est que tu visualises d'autres cercles qui sont plus grands que ce cercle-là. Et l'idée, c'est progressivement d'élargir ta zone de confort, progressivement, donc essaie d'aller un peu chaque fois agrandir ton propre cercle pour que tu sois à l'aise dans une zone de confort qui est toujours plus grande. Quelques exemples concrets qui sont peut-être plus parlants. Le fait, si un jour tu veux te dire que tu veux courir un semi-marathon, voilà, c'est un de tes objectifs, tu as envie de pouvoir courir un semi-marathon ou de courir une distance qui est plus longue qui serait une sorte de défi pour toi. L'idée, c'est que même si tu as zéro endurance, si tu n'es vraiment pas taillé pour la course par exemple, c'est d'y aller étape par étape. Et donc par exemple te dire que avant de commencer à courir, tu vas commencer par faire des randonnées près de chez toi, de 2, 3, 4, 5 km. Ensuite, la semaine d'après, ou entre guillemets, tu fais, je sais pas, moi, tu vas toutes les 2-3 semaines, mais tu vas ensuite faire des randonnées qui seront un peu plus vallonnées, qui vont être un peu plus longues, de 10-15 km. Tu vas déjà entraîner ton cœur et ton endurance en faisant des randonnées, c'est quand même une chose agréable. Et puis tu vas pouvoir commencer, quelques semaines après, par courir peut-être 3 km. Une fois que tu cours tes 3 km de façon plus régulière, en étant plus à l'aise, tu vas essayer de faire 5 km, et puis 10, et puis 15. Et même si ça prend des mois, c'est pas grave, parce que tu y vas étape par étape, plutôt que de te dire, si tu as vraiment zéro endurance au point de ne pas être à l'aise avec des randonnées, même de quelques kilomètres par exemple, si tu te dis, en fait, je vais jamais courir un semi-marathon, c'est tellement loin, et que tu visualises que l'objectif final, tu vas jamais le considérer. Un autre exemple qui est très parlant aussi, c'est si jamais un jour t'aspires, moi je m'interdis pas un jour d'essayer d'écrire un livre, et c'est sûr qu'écrire un livre, ça peut paraître être un travail qui est impossible à réaliser, enfin qui est pas impossible, mais je veux dire qui est tellement compliqué, long, qui prendra des mois ou des années. Tandis que si tu vois la chose en te disant, je vais essayer de rédiger une page par jour, c'est déjà beaucoup plus accessible, parce que peut-être qu'après 200 jours, tu auras déjà 200 pages écrites. Et sans même t'en rendre compte, en faisant une page par jour, tu auras déjà écrit un petit bouquin de 200 pages par exemple. Donner quelques exemples aussi qui, moi, me concernent plus, ça a été par exemple de fait de construire la confiance pour faire ce podcast. D'abord, j'ai fait pas mal de vocaux sur Telegram. Je mettrai le lien du canal Telegram sous la note de l'épisode si tu veux le rejoindre. Mais j'ai commencé par découvrir un peu Telegram parce que déjà c'est beaucoup moins toxique à mes yeux par exemple que Instagram, parce qu'il n'y a pas de feed qui du coup est addictif. C'est juste, voilà, tu y vas, c'est une application de messagerie instantanée, avec la possibilité de faire des groupes et donc de faire des notes vocales que les gens peuvent écouter même en x2 quand elles sont un peu pressées. Et donc j'ai commencé par faire des vocaux sur des sujets un peu divers et variés, qui étaient un peu des mini-épisodes de podcast, et donc j'ai appris à faire ça pendant quelques mois comme ça. Autre chose, un autre grand exemple, lors de mon lancement de ma première formation, où j'étais extrêmement stressé, d'ailleurs on va parler juste après du syndrome de l'imposteur, ça a été d'abord de tester un peu déjà s'il y avait une sorte d'intérêt parmi mon audience, s'il y avait une sorte un peu de marché, pour dire un peu les choses de manière un peu plus marketing, mais aussi et surtout de voir si de me construire aussi la confiance
et la légitimité pour le faire. C'est-à-dire qu'avant de lancer la formation, j'ai commencé à faire des mini-coachings SEO, donc de référencement naturel, en proposant des mini-packs, des mini-offres où j'analysais le site de la personne et puis on faisait un appel ou deux derrière pour pouvoir lui faire mes retours et les améliorations potentielles. Et donc j'en ai parlé, je crois juste en story sur Instagram à l'époque, et donc j'ai eu beaucoup de personnes qui m'avaient écrit, et ça m'a permis de voir déjà qu'il y avait un intérêt, ça m'a permis aussi de voir si les personnes étaient prêtes à payer pour ce que je pouvais partager, et crois-moi qu'entre les personnes qui vont manifester un intérêt et les personnes qui vont être prêtes à payer, il y a toujours un cap, hein. Beaucoup de gens vont dire bah oui, ça m'intéresse, mais au moment où il faut payer, forcément tu as une partie qui va pas le faire. Mais donc là, ça m'a permis de voir que oui, il y avait des personnes qui étaient prêtes à payer pour mes compétences. Ça veut dire que j'avais une sorte de crédibilité à leurs yeux, ce qui était extrêmement bon pour ma confiance d'une certaine manière. Et puis les coachings entre guillemets SEO se sont extrêmement bien passés. Et les personnes d'ailleurs, certaines personnes ont même redemandé des appels en plus derrière. Et puis ils m'ont même laissé des avis, c'est comme ça que j'ai pu me construire petit à petit la confiance et une sorte de légitimité avant de me mettre à fond sur une formation. Dernier mini-exemple, peut-être qui te concerne, si jamais un jour tu aspires à faire des vidéos YouTube, voilà, une idée d'y aller étape par étape, ça va être juste de faire peut-être des publications sur Instagram où tu fais une petite vidéo où tu parles, ou juste même des stories. Je pense que c'est beaucoup moins effrayant de faire une story un jour, de quelques secondes, que de devoir tourner une vidéo YouTube face à une caméra et puis de devoir faire un montage, etc. Donc l'idée, c'est essayer de faire des étapes qui sont plus accessibles, plus faciles, plus simples pour toi, mais de construire progressivement la confiance et réaliser qu'en fait, c'était... souvent, on se fait des montagnes de choses qui, au final, c'est juste le fait de les faire qui nous fait réaliser qu'en fait, c'était pas si inaccessible que ça. Quatrième point, et puis on passera au dernier, on va parler du syndrome de l'imposteur. Et là, c'est essentiellement ce qui m'a le plus marqué, et c'est là où j'en ai été c'est là où ça m'a le plus marqué, c'est au moment justement de lancer la première formation aussi. Et là, je vais te parler de quelque chose que je n'ai pas forcément déjà raconté, mais il faut savoir que dans le monde du blogging francophone, le monde du blogging voyage francophone, voilà, il y a quand même pas mal de blogueurs qui sont des blogueurs professionnels, etc. Et donc il y a une communauté qui est développée autour de ça, les gens s'entraident, etc. C'est chouette. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà une personne par le passé qui avait lancé une formation sur le blogging voyage, qui était déjà un blogueur assez connu à l'époque. Et ça s'était assez mal passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà j'étais pas blogueur à l'époque et parce que j'ai pas la version de tout le monde. Mais dans les faits, en gros, voilà, cette personne avait lancé une formation blogging voyage. Et en fait, de ce que j'ai eu comme discussion avec des personnes qui sont des blogueurs depuis longtemps, etc., qui m'avaient un peu expliqué comment ça s'était passé, en fait, la personne avait donné l'impression de vendre une recette miracle et de résumer le métier de blogueur voyage à une formation de quelques heures et qu'il suffisait de suivre la formation pour devenir blogueur voyage. Et donc, c'était pas si compliqué que ça et que tu pourrais, entre guillemets, facilement vivre de ton blog. Le problème, c'est que ça a été assez mal perçu et accueilli par la communauté des blogueurs francophones. Parce que, en fait, tu résumes pas une activité de blogueur voyage à une formation. Tu peux créer des formations sur le sujet pour aider les gens, mais tu peux difficilement dire, écoutez, tout ce que ces gens-là ont appris en des années, moi je voulais condenser en quelques heures. Parce que le blogging, ça inclut énormément de choses. Et donc, moi, je savais qu'il y avait cet antécédent-là qui s'était passé il y a quelques années, et entre guillemets, c'était quelque chose d'un peu risqué. Parce que, il y a peut-être encore des stigmates de ça, je sais pas moi, des personnes qui sont pas forcément contentes de voir une formation arriver sur quelque chose qu'elles font. Mais au final, j'y suis allé avec le plus de sincérité possible. J'ai même parlé avec plusieurs de ces blogueurs qui sont là depuis... il y en a beaucoup avec lesquels j'ai... Pas beaucoup, il y en a quelques-uns avec lesquels j'ai des très bonnes relations d'ailleurs. Et en fait, le fait de discuter avec eux, de présenter un peu ce que je voulais faire, ma façon de faire, mon projet, de surtout pas faire de fausses promesses, d'expliquer par exemple que ma première formation s'appelle de voyageur à blogueur. Certes, c'est un nom un peu alléchant, mais entre parenthèses, ça s'appelle les fondements indispensables. Et si tu vas voir sur la page de présentation, c'est une page où j'explique clairement que tu vas pas devenir blogueur pro avec ça, mais que tu vas apprendre toutes les bases pour développer un blog professionnel, tous les aspects extrêmement importants à maîtriser, que ce soit la structure, que ce soit le fait de créer son blog, le fait d'installer les premiers plugins, les premiers réglages, le fait d'apprendre un peu les bases du référencement et la rédaction web. On voit vraiment beaucoup de choses ensemble, mais c'est pour bien se lancer en fait, c'est pour avoir les bases saines et les compétences un peu de base pour lancer un blog pro. Et donc au final, j'ai pas mal partagé aussi, ce qui m'a aidé aussi à passer outre, c'est de partager tout simplement en toute transparence aux gens qui me suivaient des publications sur le fait que je développais ça, mais que j'avais ce syndrome de l'imposteur et que je parlais un peu du processus. Et donc j'étais extrêmement transparent, je pense, dans le fait de partager tout ce processus et surtout mon attention et pourquoi je faisais les choses. Et ça, j'en ai parlé aussi bien auprès des blogueurs qu'auprès de ma communauté, pourquoi je faisais cette formation-là, alors que
bah, c'est vrai que j'étais un blogueur qui était là depuis quelques années, mais bien moins d'années que les tout premiers qui maintenant bloguent depuis 7, 8, 12 ans, même pour certains, ou même plus pour d'autres, alors que moi, bah, au final, je blogue depuis maintenant 3-4 années. Donc c'est quelque chose voilà, sur lequel j'ai pas mal travaillé en étant le plus transparent possible, et surtout en me disant que je ne voulais pas me positionner en tant qu'expert, mais comme une personne qui voulait faire de son mieux, qui voulait partager des choses qui l'ont aidé, qu'elle n'a pas trouvé à un endroit. En fait, je trouvais jamais tout ce que je voulais au même endroit, et donc j'ai créé la formation que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, quand je voulais un peu plus me professionnaliser par rapport à mon blog, tout simplement. Et donc, ce qui m'a valu le fait de, voilà, le lancement s'est extrêmement bien passé, j'ai eu aucune remarque. J'ai même eu d'ailleurs une petite publication sur le groupe des blogueurs voyageurs francophones où une personne, j'ai l'impression que voulait un peu lancer un débat là-dessus, et au final, bah non, les personnes sont allées voir et ont bien vu que j'avais pas un discours à vendre du rêve, et au final d'ailleurs même des personnes que je connais pas m'ont défendu, donc ça m'a fait plaisir. Dernier point pour cet épisode-ci, on va parler un peu du regard des autres et comment on peut progressivement essayer un peu de s'en détacher. Moi je t'avoue qu'aujourd'hui de plus en plus, alors je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'une partie des personnes qui vont nous juger, ça vient un peu d'une sorte de jalousie un peu inavouée. Souvent si on a peur du regard des autres, c'est parce qu'on se dit qu'on va être jugé en mal. On a rarement peur du regard des autres parce qu'on va être acclamé, parce que ça va super fonctionner, parce que ça va cartonner, parce que tout le monde va nous dire que c'est génial. Souvent c'est parce que justement on anticipe le fait d'être jugé, le fait d'être mal vu, le fait d'être moqué. Et dis-toi que malheureusement les personnes qui vont avoir des réactions négatives par rapport à ce que tu veux faire, même si c'est quelque chose qui te fait profondément plaisir et du bien, ça peut être une forme de projection d'une sorte de mal-être à l'intérieur de ces personnes-là. Et moi, je suis pas du tout expert, hein, je suis pas psychologue, je vais pas étudier ça, mais c'est juste une constatation, une façon de voir les choses aujourd'hui. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, alors il faut aussi accepter les critiques constructives. Il y a parfois des proches, c'est là où là parfois c'est un peu tendancieux, c'est qu'il y a des proches qui vont nous faire des critiques, mais pour notre bien, mais sans savoir qu'en fait elles vont nous paralyser alors qu'elles pensent bien faire. Je vais prendre un exemple, par exemple, c'est je sais qu'il y a des parents par exemple qui vont dissuader des jeunes adultes ou des étudiants de partir par exemple en PVT en Australie ou de partir à l'aventure parce que en fait les parents vont avoir peur d'un point de vue sécurité, il faut d'abord finir les études, alors que la personne elle a vraiment envie de partir et c'est peut-être quelque chose qui va vraiment l'aider en fait à se construire. Donc parfois il faut trouver un peu le juste milieu entre accepter les critiques qui sont constructives et qui vont nous aider, qui sont bienveillantes, et les critiques qui vont être juste des critiques dures, de jugement, de rabaissement, etc. Donc encore une fois, il faut rester, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Mais l'idée, c'est comment est-ce que tu peux contrer ça, c'est de justement essayer de t'entourer, entre guillemets, ou de privilégier l'avis des personnes qui te veulent vraiment du bien et qui veulent te voir t'accomplir et t'épanouir et évoluer. Et donc, in fine, laisser de la distance sans forcément créer de conflit, mais laisser de la distance, ou en tout cas accorder moins d'importance aux avis des personnes dont on a l'impression qu'elles vont nous juger ou nous rabaisser. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà ressenti ça aussi, je pense que c'est un peu propre à tout le monde, mais par exemple, quand on fait quelque chose et qu'on a échoué, que ce soit je sais pas, un exercice ou autre, en fait, c'est presque rassurant de voir d'autres échouer. Et ça, c'est un truc un peu malsain, c'est une manière de penser un peu malsaine, je sais pas trop d'où ça vient. Et l'idée, c'est que peut-être ça, en fait, peut-être que c'est des personnes, si on parle du fait de développer son activité, des personnes qui vont voir que peut-être tu vas commencer à toi oser développer ton activité à toi, et peut-être ça commence à marcher, etc., ou que ça commence à donner des signes que ça peut marcher, peut-être que ces personnes-là qui sont peut-être salariées dans un travail qui leur plaît pas forcément, ou alors elles prétendent qu'elles sont heureuses et épanouies dans leur travail, mais au final pas tant que ça, vont peut-être d'une certaine manière avoir cette sensation de elles préféraient en fait que ça marche pas pour toi, parce que du coup ça va les rassurer de se dire que du coup la situation reste la même pour tout le monde. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Et donc l'idée c'est qu'il existe des personnes, crois-moi, il existe des personnes qui ont envie de te voir réussir et dans ton entourage, et donc l'idée c'est vraiment de t'entourer d'un maximum de ces personnes-là. Je vais raconter une anecdote personnelle, mais une fois il y a quelques années, il y avait eu une sorte de réunion des étudiants d'où j'ai été diplômé, donc toutes les classes de diplômés, etc. Donc parfois ils font un peu des drinks comme ça, tu vois, où les gens viennent et c'est un peu marrant parce que tout le monde vient bien habillé et en fait tu as des petites des étiquettes où tu peux noter en fait ton statut, ton travail, ton job, et donc tout le monde fièrement met son statut de Chief Marketing Officer ou je sais pas quoi, ou n'importe quel terme anglais machin qui sonne bien. Et moi en blague, parce que c'était au moment où je commençais à peu me dire que mon blog pouvait donner quelque chose et je commençais à beaucoup m'y investir, j'avais mis blogueur qui sait pas trop ce qu'il fait, tu vois, vraiment pour rigoler. Et donc il y a une personne dont j'étais relativement proche pendant pas mal d'années, mais avec qui les distances étaient naturellement un peu installées parce que j'avais beaucoup plus voyagé, que j'avais pu revoir, et forcément on avait passé une partie de la soirée ensemble, et cette personne m'a dit, et ça m'a vraiment frappé, m'a dit mais sinon ton projet de blog ça a l'air bien, mais qu'est-ce que tu vas faire sérieusement après? Tu vois, donc
sous-entendu, du coup, mon truc n'était pas crédible et sérieux, et ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, toi, mon ami, je vais te montrer que oui, c'est sérieux ce que je fais, et que c'est pas parce que tu as la situation qui est la tienne aujourd'hui que la mienne ne peut pas, entre guillemets, aller dans une autre direction ou s'améliorer, entre guillemets. Et donc voilà, c'est le genre de personne. Peut-être qu'elle l'a pas signifié comme ça, hein, peut-être qu'elle posait vraiment la question sérieusement, sans arrière-pensée, je ne sais pas, je le saurais jamais. Mais voilà, ça fait partie des personnes aujourd'hui que je vois beaucoup moins, parce que la vie a fait que, même pas forcément à cause de ça, mais parce que la vie a fait qu'on a pris des directions différentes. Et j'ai aussi appris voilà, que les relations amicales, même si elles sont parfois là depuis des années, parfois plus de 10 ans, je me dis de plus en plus que presque tout est temporaire dans la vie et qu'il y a des personnes avec lesquelles je vais rester ami pendant des dizaines d'années sûrement, parce que on a envie d'avancer ensemble, on a envie de se tirer vers le haut, on a envie de se voir grandir et évoluer ensemble. Et puis il y a d'autres personnes qui vont prendre des chemins de vie différents où j'ai l'impression que c'est pas réciproque, ou c'est entre guillemets, j'ai presque envie de dire que certaines personnes, j'ai l'impression, ne m'apportent plus forcément quelque chose, et peut-être que je leur apporte plus quelque chose non plus par rapport à ce à quoi elles aspirent, tout simplement. Dernière phrase par rapport à ça, il y a une citation, alors je ne l'ai pas retrouvée exactement, mais par rapport justement au regard des autres, qui moi m'avait quand même fait pas mal sourire en fait. C'est la citation, alors il faudrait la retrouver, mais c'est pas formulé comme ça, mais en gros c'est par rapport au regard des inconnus, à 20 ans on est omnubilé par le regard des autres, on pense que tout ce qu'on fait, donc comment on s'habille, comment on agit, tout ce qu'on dit, en fait est épié par les autres. À 40 ans, on commence à s'en foutre pas mal et à se dire, bon, on a autre chose à faire que de se soucier de la vie des autres, mais ça nous impacte toujours. Et à 60 ans, on se rend compte que tout le monde s'en foutait. Et ça, je pense que c'est extrêmement vrai. Je pense qu'on est beaucoup plus attentif et vigilant quand on est plus jeune à ce que les gens vont penser, même plus tard, en fait, pour certaines personnes, alors qu'au final, la plupart des gens vivent leur vie. Tu vois, c'est déjà arrivé des moments en soirée où, je sais pas, tu vas faire un truc un peu gênant, où tu vas avoir l'air con, et en fait, tu vas te faire une fixette dessus, alors que la plupart des gens, vont rigoler, et puis en fait, vont passer à autre chose, alors que toi, tu vas peut-être cogiter à ça pendant pas mal de temps après, ou même que ce soit au travail ou ailleurs. Et je pense que c'est une réalité, chacun a sa vie, chacun... D'ailleurs, est-ce que toi, tu es omnubilé par la vie des autres, parce que les autres font en train d'épier ce qu'ils font en permanence? J'imagine que non. Et donc, dis-toi que c'est réciproque. Écoute, je vais gentiment terminer cet épisode-ci maintenant, parce que je pense qu'il se fait déjà un peu long. Il est un peu plus long que prévu, de toute façon. De toute façon, j'ai pas de temps prévu. D'ailleurs, ce serait intéressant pour moi de savoir dans vos retours si vous trouvez que les épisodes sont chouettes comme ça, ou si ce serait peut-être mieux de faire plus court, ou si vous préférez des choses plus longues. Moi, je vais essayer quand même de garder une fourchette, je sais pas moi, entre 20 et 40 minutes à chaque fois. Parfois des épisodes un peu plus courts, je pense que le prochain sera un peu plus court. Mais donc voilà, je vais te laisser, j'espère que c'était intéressant, j'espère que ça t'a donné quelques outils et de pistes de réflexion. Je sais que j'ai abordé énormément de choses, énormément de concepts, tu peux le réécouter si tu veux, mais voilà, tu peux peut-être prendre des notes, je sais pas, du coup j'aurais peut-être dû le dire au début, pas très malin ça j'aime. Mais voilà, il y a des concepts qui moi m'aident, m'ont aidé à avancer aujourd'hui. J'ai pas toutes les réponses, comme je le dis souvent, le but c'est d'avancer avec vous, d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Et écoute, merci d'avoir écouté cet épisode-ci. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser une petite note, ça fait toujours plaisir, ou à laisser même un avis si tu le veux. Tu peux aussi partager l'épisode si t'as plu, si t'as envie de le conseiller à des proches ou à des personnes qui te suivent, ça me fait toujours plaisir, et puis ça aide et ça soutient le podcast qui est encore nouveau. Et puis voilà, en parlant de déclic, sache que j'ai aussi un email hebdomadaire que j'envoie donc une fois par semaine qui s'appelle le déclic. Je l'ai renommé le déclic assez récemment parce que justement le but c'est de partager des réflexions mais aussi des outils concrets pour créer et développer sa propre activité nomade essentiellement, pour passer des caps, pour avancer ensemble, pour te partager des réflexions, des choses qui m'aident, parfois des outils. Donc voilà, si tu veux t'inscrire, la note, c'est le premier lien, je pense que je mettrai le premier lien sous cet épisode de podcast. Et puis sinon, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais. À la prochaine.